Vous les connaissez tous. Leur histoire il est intimement liée à celle de l'école. Tous les deux, ils sont diplômés avec Jacques Lucan. Donc Thibaut, c'est un des premiers diplômés de l'école de Marne. Et Cyril, il est diplômé avec Jacques Lucan à Lausanne, donc à l'EPFL. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on les a voulu ici aujourd'hui, dans ce cycle de conférences sur la question de l'économie des moyens, mais c'est surtout parce qu'à partir de la création de leur agence en 2009, Barreau et Pressaco se sont imposés comme un des bureaux français de sa génération qui a repris un travail sur des bases disciplinaires. Donc après des années avec la French Touch, tous ces genres de mouvements-là qui ont complètement mis à côté une réflexion sur les bases théoriques et justement de la discipline, il y a quelques groupes aujourd'hui qui recommencent à prendre cette question. Dans les cas des Barreau et Pressaco, notamment avec des projets dont ils vont nous parler, les projets d'habitation, donc un pierre massif qui a été réalisé à rue Oberkampf, et un projet qui est en cours aujourd'hui à rue Marx-Dormois, où il reprend le thème du bow window dans une interprétation contemporaine. Donc on peut dire de quelque manière qu'ils cherchent des réponses nouvelles à des questions qui sont anciennes. Et donc nous sommes très contents de les avoir aujourd'hui pour parler de leur travail. Aujourd'hui, tous les deux, ils s'enseignent dans la filière métropole. Et de quelque manière, on les voit comme une des promesses de l'architecture française pour cette capacité de se relier à l'histoire et de la porter de quelque manière dans un esprit après purement contemporain. Et de faire ça avec une extrême subtilité. Donc, merci. Merci beaucoup Maria Bruna pour cette introduction. Beaucoup d'éloges, hein, merci. Donc merci beaucoup à la filière, à toute l'équipe de la filière, à Eric, même s'il n'est pas là, Eric Lépierre, il ne marche pas bien, si. Il faut parler un peu plus fort, voilà. De nous avoir invités aujourd'hui dans ce cycle de conférences. Voilà, comme c'est difficile pour nous de passer après Jacques Lucan, on doit vous dire quand même, parce que ça a été pour Cyril et pour moi, et puis pour beaucoup dans cette école et dans d'autres, une espèce de maître comme ça à penser qu'on a suivi. Éric Lapierre aussi a pris le relais plus tard et plus récemment, et c'est vrai que ce sont deux figures qui ont beaucoup compté pour nous. Et donc participer aujourd'hui et puis vous présenter un peu notre travail, c'est voilà, une forme une espèce de je sais pas quoi, mais de pression comme ça que vous mesurerez peut-être aujourd'hui. On va vous présenter. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ça, hein, c'est pas moi. Hein. Ah voilà, merci beaucoup Claude, merci. J'ai l'impression que ma voix, voilà, c'est mieux, merci. Et on va vous présenter aujourd'hui. Alors donc, Maria Bruna l'a dit, on a créé notre agence en 2009. On va vous présenter aujourd'hui 3 projets. Non pas que la sélection ait été difficile, puisqu'on a réalisé 5 projets, donc on en a pris 3 des 5. On va avoir 10 ans cette année, donc on exprime un peu la lenteur et la difficulté de mettre en place un peu les questions qu'on se pose aujourd'hui dans un territoire et dans une condition qui est la condition contemporaine d'une jeune pratique comme la nôtre. Donc avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de retenue, mais quand même avec beaucoup de conviction, beaucoup d'ambition. Et on a pour coller un peu à la question qui nous était posée par la filière architecture et expérience, la question du rationalisme, la question de la poétique de la raison, qui est le titre de la triennale qu'ils organisent tous ensemble en octobre. On a essayé, évidemment, sous ce spectre-là, d'organiser et d'orienter un peu les projets sur lesquels on a travaillé jusqu'à maintenant. Et il y a trois grandes notions un petit peu qui s'installent maintenant, a priori. Puis une conférence, c'est toujours aussi l'occasion de poser un peu des choses et de réfléchir un peu à ce qu'on fait. Donc c'est toujours très intéressant pour nous d'essayer de trouver un peu les fondamentaux. Et on en a trouvé un petit peu 3. On ne sait pas ce qu'est sous-titre de ce qui est titre, mais peu importe. Appartenance, autonomie, déplacement. Pour essayer peut-être de s'approprier un petit peu cette notion du contexte, cette idée du contexte, et de comprendre comment est-ce que l'idée du contexte, et puis on va le voir un peu emprunté à d'autres personnes et d'autres figures auxquelles on se confronte, ou auxquelles on essaye de se confronter, tout ça toujours avec beaucoup d'humilité,
comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui de lui donner des interprétations un petit peu nouvelles? Comment est-ce que le contexte peut s'aboutir sur la question de l'appartenance, sur la question de l'autonomie, c'est-à-dire comment est-ce que, quand on raisonne la forme, qui est le titre ou le sous-titre à nouveau, est-ce qu'on fabrique cette espèce de distance, comment est-ce qu'on mesure la distance qu'il existe entre une forme qui serait issue du contexte et peut-être une discipline plus culturelle, plus universelle, plus globale, qui la tend et qui la met dans des conditions d'expérience comme ça un peu particulières. Et puis la question du déplacement qui est très liée, qui est assez fondamentale aujourd'hui, qui va être, vous le verrez, très liée à la question des énergies, de la consommation d'énergie dans l'acte de bâtir aujourd'hui, dans l'acte de construire, que peut-être le siècle dernier a un petit peu évacué et qu'il est urgent, voire trop tard, de reconsidérer aujourd'hui dans notre pratique. Et donc tout ça pour raisonner la forme, tout ça pour, comme le disait Jacques Lucan la semaine dernière, tâcher de se donner des règles, d'organiser un peu le travail qu'on fait, de se donner des règles pour construire, des règles pour le projet, des règles pour concevoir, de manière à adopter une attitude qui serait peut-être rationnelle en partant du contexte et en allant jusque la forme. Donc 3 projets, un projet d'une petite maison qu'on a fait en Normandie, notre premier projet, un deuxième projet rue Marx-Dormois, donc un projet de beau window comme le rappelait Maria Bruna, dans le 18e arrondissement à Paris, 15 logements, et puis le projet rue Oberkampf, qui est un projet qu'on a livré en pierre massive l'année dernière. Donc on va commencer avec le premier projet. L'idée, c'est de retrouver ces 3 thématiques, ces 3 problématiques au fil des projets qu'on va présenter, parce que ça existe plus ou moins dans chacun des 3 projets. Donc ce premier projet, c'est un projet qui se situe à Gonneville-sur-Mer, ça se trouve dans le pays d'Auge, dans le Calvados, pas très loin de la mer, dans un territoire très agricole, très végétal, avec comme ça des grandes parcelles, des grands bocages, quelque chose qui est assez présent finalement quand on va sur place. Et donc le propriétaire de la maison qu'on a été amené à construire avait acquis 4 grandes parcelles qui faisaient l'équivalent d'une dizaine d'hectares, avec la possibilité de construire dans la partie haute de ces parcelles. Donc 4 parcelles qui faisaient 4 grandes pièces enclos entre des bocages. Donc on voit cette situation-là de grandes pièces et de grande présence de l'agriculture au travers des bottes de foin qui sont ici, et puis la maison qui est installée très proche de la limite parcellaire, avec cette idée de construire la maison avec une ossature bois, avec des matériaux déjà qui seraient un petit peu naturels. Donc on va aborder la question évidemment de la forme, puisqu'on s'est posé la question de savoir quelle forme donner à ce premier projet qu'on allait développer. Donc on avait aussi cette intention de charger énormément ce premier projet, parce que quand on fait un premier projet, on a envie de tout raconter, de tout dire, peut-être de surcharger peut-être un peu les choses. Donc on va vous montrer quel était peut-être, au regard des thématiques qu'on présente aujourd'hui, le fondement de ce projet-là. Et donc de manière un peu caricaturale, parce que c'est vrai que comme dit Cyril, le premier projet, donc on est un peu inquiet, donc on se lance comme ça en jeune praticien et on a des héros dans la tête, tout un tas de choses qui se disent. On est à peine sorti de nos études et donc on cherche évidemment à faire comme certains ont fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on assume complètement et cette histoire disciplinaire, cette histoire culturelle, elle ne peut pas se faire sans avoir conscience de ce qui s'est déjà fait. Et donc là, l'attitude qu'on a adoptée là, c'est de prendre en fait une forme assez archétypale, assez caractéristique comme ça du pays d'Auge et du paysage normand de manière plus générale, voire de certaines régions de la France, qui est la question de la longère. Et donc on a pris un bâtiment qui est cette longère, qui est ce bâtiment qui est très long, très simple, qui est un archétype, qui propose lui-même une certaine typologie de pièces comme ça en enfilade, sans couloir. Donc il y a aussi une dimension typologique importante à l'intérieur qu'on investigue un peu par la suite. Mais on se dit qu'en faisant ça, et c'est là la question de première étape, l'appartenance, donc on s'est dit, voilà, on appartient au territoire, on choisit d'appartenir au territoire de manière raisonnée, en convoquant un peu cet archétype de la maison de cette longère, mais on sent bien que le travail n'est fait qu'à mi-chemin. On sent bien qu'il reste encore une partie intellectuelle à fournir, de manière à peut-être essayer d'aller chercher quelque chose qui va pouvoir tirer la forme dans une expérience, justement, dans une
dans une image, dans quelque chose qu'elle ne connaît pas encore. Et c'est d'introduire, peut-être par rapport à cette forme qui vient de l'existant, une petite idée du nouveau. C'est important de se dire qu'à un moment, la question de la tradition, elle est intéressante à partir du moment où on l'actualise, à partir du moment où on lui offre une condition dans laquelle elle n'aurait jamais été. Et donc on vient en chercher comme ça par rapport à une histoire peut-être plus abstraite. Là on convoque par exemple Diane Arbus, mais ça aurait pu être une autre image, de se dire qu'à un moment il est intéressant de faire le voyage entre une histoire peut-être du lieu, une histoire assez locale, et une histoire qui serait plus disciplinaire, plus vague, en tout cas plus universelle, et qui se détacherait directement du contexte qu'on est en train de regarder. Et là, c'est cette idée de Diane Arbus, donc on prend cette image-là avec cette espèce de jumelles, enfin c'est pas des espèces, c'est 2 jumelles qui ont été photographiées en 1977, et on se dit que peut-être une manière d'avancer, de faire avancer la forme dans une histoire nouvelle, c'est de lui proposer comme ça une espèce de dualité, de dédoublement qui va nous permettre à la fois de rappeler, de rester comme ça dans une idée du souvenir et de la mémoire du lieu, mais tout en étant aussi dans une forme d'ignorance et d'inconnu qui fait qu'on peut faire avancer la forme, on peut raisonner la forme, on peut la sortir de son lieu d'origine pour la faire discuter avec quelque chose qui ne concernerait plus uniquement la région dans laquelle on s'introduit. Donc c'est ce balancement finalement qui est intéressant pour nous et qu'on va reproduire un certain nombre de fois, qui est justement toujours appartenir à ce contexte, même si au départ on part d'une parcelle vide, d'un vrai champ, donc ça c'est assez difficile. Qu'est-ce qu'on va aller puiser dans ce contexte? Donc c'est cette idée de la longère, mais finalement on essaye très vite de la quitter pour très vite aussi quitter l'écueil du pastiche ou quitter l'écueil de l'analogie directe. Donc il y a plutôt l'idée d'aller chercher une analogie qui serait plus indirecte, ou en tout cas qui constituerait une forme de déplacement. Et donc ensuite, il va falloir aussi habiter, trouver des usages, trouver une manière d'habiter cette double longère. Et donc on a additionné 2 typologies dans la longère. La partie que vous voyez à gauche, c'est la partie de la longère qui est construite à la fois en ossature bois isolée en béton de chanvre. Et puis la partie de droite, c'est une partie de serre en fait. Vous avez une toiture vitrée. Et donc on a inclus à l'intérieur de cette double longère des serres. Ce qu'on voit sur ces maquettes-là, qui sont des maquettes d'études, où on vient fragmenter cette double longère en lui incluant des espaces, on va dire, extérieurs à l'intérieur de la maison, à la fois pour désépaissir d'une certaine manière cette double épaisseur et en même temps pour offrir des usages différents dans la maison. Ça génère un plan où finalement la figure de la longère a totalement disparu pour illustrer l'idée. Alors je ne sais pas si vous verrez le pointeur se déplacer, si ça fonctionne. Donc ça permet aussi d'organiser le plan avec la pièce de séjour, qui est la pièce on va dire principale, qui est isolée entre les 3 serres, qui est reliée aux 3 serres, une serre d'entrée, une serre qui est plus en connexion avec la cuisine, qui permet aussi à la cuisine de profiter des vues qui sont plutôt de ce côté-ci de la parcelle. Et puis ici, toute la partie, on va dire, nuit, entre guillemets, avec les chambres des parents, des enfants, et une pièce qui est destinée aussi à devenir un lieu pour les chambres. Et puis la partie ici, avec le garage et la buanderie, qui est la partie, on va dire, avec la cuisine la plus technique du projet. Donc, à la fois, on a la persistance, on va dire, de la présence de la longère, et en même temps, on produit une forme tout à fait nouvelle par la duplication de cette forme initiale. Donc l'idée de la construction, elle est évidemment présente dans toute la production de l'agence et spécifiquement dès ce premier projet. Donc on a décidé de construire en ossature bois. Donc c'est aussi peut-être de nouveau un retour à ce qui existe sur place. C'est-à-dire que les maisons normandes sont faites en colombage avec un remplissage en torchis. Donc l'idée c'était aussi de peut-être questionner ce système constructif pour lui trouver un prolongement. Et ce prolongement, on l'a imaginé avec une ossature bois remplie avec un isolant de béton de chanvre qui fait une trentaine de centimètres d'épaisseur et qui va englober l'entièreté du bâtiment sur les murs et sur la toiture. Donc ce béton de chanvre, il est tantôt visible, et c'est ce qu'on voit au premier plan ici, quand on est dans une serre et qu'on regarde vers la maison. Tantôt, on voit le bois qui sert de fond de coffrage perdu pour la réception du béton de chanvre. Donc finalement assez peu de matériaux et des matériaux évidemment durables.
Donc ça, c'est finalement l'image qui peut-être résume un peu toutes ces intentions, à la fois le dédoublement de la longère, ce rapport avec le paysage, avec le grand paysage, avec la nature, et peut-être cette relation et cette tension entre les deux. Alors après, c'est vrai que très modestement, on vous parle de cette maison-là, donc c'est avec beaucoup d'humilité, mais c'est vrai que ça a été, et c'est marrant parce que Jacques Lucan, la semaine dernière, a terminé avec des projets de ces gens-là, Herzog de Meuron, vous vous souvenez de cette grande image avec tout un tas de projets justement formels, à l'hystérie un peu formelle, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là, au départ, en 79, ils font ce genre de choses, qui ont pour nous été, qui nous ont subjugués, qu'on admire, qu'on continue d'admirer dans leur capacité. Ça, c'est la petite Maison Bleue, qui est peut-être le premier ou le deuxième projet qu'Herzog de Meuron montre dans leur monographie. Et quand on fait notre maison, on a les yeux rivés là-dessus. Il faut bien se dire qu'on n'invente rien et que ce qu'on vous dit, c'est des choses qui ont déjà été dites et qui ont déjà été faites et qu'on espère comme ça faire avancer avec justement des problématiques plus actuelles, les problématiques de l'environnement, les problématiques énergétiques, mais qui restent dans la discipline des choses qu'on a déjà vues. Et cette Maison Bleue, c'est voilà, ce petit écart que faut Herzog de Meuron en regardant sur l'image de gauche, évidemment, les archétypes locaux, la toiture à pente, débordante, la question du pignon, la question de la fenêtre dans le pignon, la question de l'orientation de la maison, etc. Mais on voit qu'il commence déjà, par rapport à une attitude postmoderne qui ne véhicule que l'image de la forme, à construire cette forme et à la faire, et à se sortir peut-être de cette idée un peu symbolique, un peu, c'était des élèves d'Aldo Rossi, donc sortir un peu de cette image strictement symbolique et historiciste de la ville pour essayer malgré tout d'engager peut-être le renouvellement de l'histoire par rapport à une certaine actualité, une certaine forme justement d'abstraction, d'autonomie, et il tire comme ça la forme dans quelque chose qu'elle ne connaissait pas avant. Donc c'est vraiment la démarche pour nous qui nous intéresse beaucoup et qui sera reprise peut-être un peu plus tard. On a ce texte qui est très important pour nous aussi de Kenneth Frampton, qui a été écrit en 1983, donc quelques années après la livraison de cette Maison Bleue. Et on vous le lit, on va le commenter un petit peu, on parlera un peu du texte aussi. Le propos fondamental du régionalisme critique est d'amortir l'impact de la civilisation universelle au moyen d'éléments empruntés indirectement aux particularités propres à chaque lieu. Donc là, on voyait qu'Herzog et de Meuron, ils partent du lieu et ils tirent les formes pour les emmener dans quelque chose qu'elles ne connaissaient peut-être pas alors. Là, ce que raconte Kenneth Frampton, c'est presque une démarche inverse, qu'il appelle une démarche, peut-être une architecture de résistance, ou pour faire face à cette mondialisation, à l'universalité peut-être du savoir et de la culture, donc d'un point de vue strictement culturel, une manière de résister et de se retourner vers le lieu, une idée de recomprendre le lieu, de savoir qu'est-ce qui pourrait être dans le lieu utilisé pour justement nourrir cette pensée globale. Et cette démarche, peut-être inverse de celle d'Herzog de Meuron, ou en tout cas complémentaire, c'est vrai qu'elle nous intéresse beaucoup et on essaye, on va le voir à travers la question des matériaux et de l'énergie, à comprendre comment est-ce qu'on peut être même critique par rapport au régionalisme critique et se dire est-ce qu'il n'y a pas une occasion aujourd'hui de saisir par rapport à la question justement du déplacement des matériaux, par rapport à la trajectoire de la matière, par rapport à l'énergie embarquée dans la trajectoire de la matière, de trouver un peu ce que même d'autres appellent une troisième voie pour se dire, voilà, peut-être que la notion de territoire, la notion d'appartenance, elle peut à un moment aussi résonner voilà, les allers-retours qu'on fait entre le local et le global et qui peut-être ne nous suffisent plus aujourd'hui, mais se dire comment est-ce qu'on peut aller chercher et considérer un peu mieux la terre, le sol, pour mieux comprendre la provenance de nos matières. Donc on passe au deuxième projet, c'est le projet dont Maria Bruna parlait tout à l'heure, c'est le projet qui se situe à rue Marx-Dormoy dans le 18e arrondissement à Paris. C'est un projet de 15 logements pour Paris Habitat, donc c'est important de préciser qui est le commanditaire de cette commande, c'est un bailleur social, donc il nous met aussi dans des conditions de projet relativement confortables, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas. Donc la rue Marx-Dormoy est une rue assez large, assez passante, et finalement la parcelle se situe à cet endroit-là sur la photo. Et donc c'est une parcelle qui est traversante entre la rue Marx-Dormoy qui est à gauche et puis la rue Philippe de Gérard à droite. Donc une parcelle assez petite, avec une forme de dent creuse traversante, qu'on voit ici en axonométrie. Donc il y a la question de la mitoyenneté, la question de la densité qui s'oppose, puisqu'on va construire quasiment 100% de la parcelle. Et donc à travers la question de la mitoyenneté, il y a la question aussi de l'alignement, il y a la question de la continuité et de l'alignement de la rue. Donc on va se poser ces questions-là.
notamment par rapport à l'exiguïté de la parcelle, par rapport au peu de places disponibles et aux qualités qu'on a envie de donner au projet. Et finalement, ce qu'on va aller puiser, peut-être dans le lieu, alors là, le lieu, finalement, c'est Paris et c'est l'histoire de Paris, c'est aussi l'histoire d'une certaine famille de formes parisiennes, et notamment cette question réglementaire qui, en 1882, autorise le débord sur l'espace public des constructions. Donc on a le droit de construire en débord sur l'espace public à partir de la fin du 19e siècle, et donc un certain nombre d'architectes, pendant le 20e siècle, vont développer un certain nombre de formes avec des écritures et des matériaux très différents, tantôt en béton ou avec des choses plus fragmentées, des écritures plus légères avec de l'acier, ou alors plus organiques comme Rouge Spitz ou autre. Et donc nous, on va s'emparer de ces questions-là, de cette forme-là, pour lui trouver de nouveau un prolongement et une actualité. Donc évidemment, c'est quelque chose qui va résonner avec la typologie du bâtiment, et notamment avec la question du plan. Et c'est vrai qu'il y avait une attitude, donc on prend une forme qui existe, on la prolonge et on la teste pour savoir de quelle manière est-ce qu'elle peut s'assécher, peut-être se simplifier, devenir encore plus autonome qu'elle ne l'était, et voir aussi comment, c'est ce que montre un peu cette image de maquette, comment est-ce qu'elle peut participer à la qualité d'un logement aussi. Comment est-ce qu'elle peut ne plus être uniquement une histoire monumentale, une histoire urbaine, mais comment est-ce qu'elle peut devenir aussi, ça c'est aussi une manière un peu de la rendre actuelle, devenir une histoire typologique, une histoire où on voit qu'elle devient une espèce de bandeau comme ça, qui démultiplie les orientations, qui ouvre le logement sur des orientations qu'il ne connaîtrait pas s'il avait une façade allongée. Et donc c'est un peu le travail, c'est un peu l'opération qu'on mène, c'est-à-dire que le raisonnement de la forme, la manière de raisonner la forme, elle est de dire, voilà, on a une façade qui pourrait être longiligne, et en la pliant, on trouve comme ça des angles, des qualités pour les logements, des qualités de confort, de vue, de clarté, qui sont autorisées évidemment parce que la voie est très large, la rue Marx-Dormois est une voie très large, donc on peut s'ouvrir, comme disait Cyril, sur les espaces publics de manière certaine, 80 ou 90 cm, et en même temps, elle profite et elle devient, à la fois elle interroge et elle convoque une histoire parisienne, une des histoires parisiennes, et elle devient, c'est ce qu'on voit un petit peu sur cette image, un bandeau comme ça qui se plie et qui apporte des choses nouvelles pour les logements. Donc là, c'est le plan, on voit bien l'insertion par rapport à ces deux courettes. Donc on est dans une parcelle traversante où là, il y a ces deux courettes auxquelles nous devons répondre. Ça, c'est une histoire à laquelle on est très souvent confronté quand on construit dans une dent creuse parisienne. Il y a des courettes, des contre-courettes. Donc là, il y a une histoire un peu de politesse, une espèce de forme qui serait presque non choisie, une forme en plan en tout cas, une forme de réaction par rapport à une forme existante. Et on voit que ces beaux windows, là, côté avenue rue Marx-Dormois, pardon, et puis sur le côté rue Philippe de Girard, une façade plus lisse qui justement fait écho à l'étroitesse peut-être de cette rue à ce moment-là. Et puis un principe typologique qu'on peut vous expliquer là avec... grâce à ces deux courettes et puis ces beaux windows, on démultiplie les orientations. Donc on cherche à donner beaucoup de confort au logement qui trouve beaucoup d'orientation à la fois sur les courettes et puis sur la rue. Avec, et puis on y reviendra peut-être après, une histoire d'ossature. Donc on vient construire évidemment cette typologie avec une ossature en béton que vous voyez en noir poché, et puis tout le reste qui est du second œuvre en plus gris, et avec, on y reviendra aussi, cette idée de peau, cette idée d'épaisseur construite de 30 cm qui sera elle construite en béton de chanvre. Donc on essaye, encore une fois, de se dire que la question du beau window et de la façade épaisse, elle se relie à une histoire actuelle avec un isolant, avec la question de l'isolation, qui est aussi une manière, à un moment, de rentrer dans la problématique du rationalisme constructif qui a peut-être, au XIXe siècle, considérer et privilégier à juste titre la question de la gravité, de la descente des charges, de l'économie de matière pour porter quelque chose. Et aujourd'hui, c'est une démarche aussi qu'on aimerait bien avoir et qu'on essaye d'avoir à l'agence, c'est de savoir comment est-ce qu'à un moment, le problème de l'isolation, du rapport avec l'extérieur, de l'inertie, des échanges thermiques, elle peut elle aussi augmenter cette question du rationalisme constructif et prendre part à ces réflexions. Et il ne faudrait surtout pas, et ça c'est peut-être... un message qu'on se passe tous les jours, c'est de se dire qu'il ne faut surtout pas que ce soit une histoire de technicien, la question de l'isolation. Il faut absolument que ça devienne une histoire architecturale au même titre que l'a été avec des gens comme Anatole de Baudot, Auguste Perret dans l'entre-deux siècles, comme l'ont été la question du matériau, de la gravité et de la descente d'une charge. Cette fascination qu'on avait à l'époque pour la structure, il faut aussi qu'on l'ait pour la thermique. Parce que si ça ne reste pas, on pense que si ça ne reste pas un peu dans nos cordes, on sera toujours un peu en train de crier sur nos BET qui ne font pas les choses comme on voudrait qu'ils les fassent.
Si on reste 2 secondes sur le plan, justement, pour peut-être basculer sur la question structure et constructive, pour aller un peu plus loin, derrière l'idée d'économie de moyens, il y a évidemment, au premier sens du terme, mais je pense que c'est important pour nous aussi de le développer dans une partie du projet, c'est l'économie de la matière. C'est-à-dire que c'est à la fois économiser la matière qui est la plus pénalisante pour la planète, qui est le béton, donc on essaie de l'utiliser le moins possible, donc c'est pour ça qu'on a des structures ponctuelles assez réparties, donc poteaux et dalles en béton, en essayant d'utiliser le minimum de béton possible dans le projet. Et que tout le reste du projet, donc toute l'enveloppe du bâtiment, puisse être réalisée avec des matériaux plus durables, au sens où leur impact sur les émissions de CO2 est beaucoup plus faible. Et donc ça, c'est une recherche aussi qu'on avait dans le premier projet qu'on vous a montré, qui était la maison. C'est cette question sur la matière, ce choix qu'on fait des matériaux de manière extrêmement précise, extrêmement raisonnée, et qui, évidemment, est en totale cohérence avec la spatialité du bâtiment. C'est-à-dire que la position de la structure est tout à fait ajustée et adaptée à la forme du plan et à la forme des bow windows. Donc là, on vous montre, le projet est en chantier, dans la fin de sa phase de gros œuvre. Donc cette première phase qui va être la réalisation des poteaux et des planchers en béton. Donc là, ces 2 images qui sont prises dans les courettes. Donc on voit aujourd'hui à travers le bâtiment, justement, il n'y a pas de mur de refend qui viendrait figer le plan, paralyser le plan, bloquer le plan. On a plutôt des espaces complètement ouverts et donc très traversants. Et puis là, c'est plutôt 2 images qui montrent celle de gauche, la situation quand on est dans le séjour et qu'on va se projeter frontalement vers le bow window, et l'image de droite qui est la vue biaise qu'on imagine en devenir sur cette rue Marx-Dormois. Donc la rue est extrêmement passante, extrêmement bruyante, extrêmement polluée. Donc on n'a pas forcément envie de s'y ouvrir avec des espaces extérieurs, mais au contraire, on a envie de s'y projeter pour profiter du vide finalement de cette grande artère. Donc, ce document illustre d'une certaine manière aussi la pensée constructive que je viens d'exposer, c'est-à-dire toute la structure béton qui est finalement l'élément le plus permanent du projet, et puis ce qui va l'englober, l'enrober de manière très continue, donc finalement assez organique aussi, dans une espèce de... Plus que le bow window comme objet architectural, comme élément d'architecture, on a plutôt questionné la continuité, questionner l'idée de plier la façade, questionner l'épaisseur d'une façade comme ça qui trouve à la fois dans le bow window mais finalement aussi dans les courettes l'idée de se déployer sur toute la périphérie du projet. Donc ça, c'est une photo de maquette qui, en complément de celle qu'on montrait depuis l'intérieur. Ce sont des maquettes réalisées au XXe. Donc c'est un travail aussi qu'on mène à l'agence pour vérifier un certain nombre de choses. Donc des maquettes, d'expérimentation de la matière finalement dès la construction de la maquette, pour vérifier justement avec précision les mesures de ces bow windows, l'impact de ces bow windows, la réalité de l'éclairement et du vitrage et de toute la forme qu'on vient mettre en place. Et quand on zoome, on voit aussi toute cette richesse du pli où on a du mal finalement à distinguer le premier plan du dernier plan. Enfin, il y a tout un jeu qui se met en place aussi avec ce jeu de profondeur et d'épaisseur. Et qui est par ailleurs une forme aussi, un moment d'autonomie et comme ce qu'on racontait tout à l'heure, où on a cette appartenance à un moment à cette tradition de la façade épaisse et du bow window, et en même temps la possibilité de tirer, de voir jusqu'où, en simplifiant les choses, par économie, justement, par économie d'effet, par économie de moyens, par économie d'intention, on arrive à comprendre cette façade aussi comme quelque chose qui potentiellement peut être isolé, potentiellement quelque chose qui peut se sortir de son contexte et qui puisse à un moment être intelligible par elle-même et pour elle-même, et avoir pour elle-même des propres règles. Dernier projet, enfin troisième projet, projet de la... Combien de temps il nous reste? Une petite demi-heure. Projet de la rue Oberkampf, donc on a en effet livré il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, 62 rue Oberkampf, dans le 11e à Paris. Là aussi dans des conditions complètement exceptionnelles, avec ce bailleur que vous connaissez certainement qui est la RIVP. C'est vrai que Cyril l'a dit tout à l'heure, c'est très important de rappeler les contextes dans lesquels, en tant que praticien français, à la fois on a beaucoup de chance, je pense, en tant que praticien français, pour connaître un peu, on a tous les deux un peu voyagé en Europe, on connaît un peu des gens de notre génération en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Italie.
on est très très bien lotis, on a très facilement, en tant que jeune praticien un peu chevronné et persévérant, accès à la commande. Et en même temps, on peut très vite être confronté à un certain type de maîtrise d'ouvrage qui peut être très très dur, très cruel, la maîtrise d'ouvrage plutôt privée, il faut le dire, mais à laquelle on se confronte comme ça, avec laquelle on apprend petit à petit à travailler. Donc on ne méprise pas du tout cette maîtrise d'ouvrage, mais il faut savoir que c'est très très différent de travailler avec un bailleur social et de travailler avec une maîtrise d'ouvrage privée. Là, en l'occurrence, la RIVP, qui est une sorte de Rolls-Royce comme ça, de la maîtrise d'ouvrage francilienne, parisienne même, intramuros, et avec lesquels on a livré ce bâtiment en pierre massive, donc en décembre 2017. Donc la situation, elle est presque à l'angle avec l'avenue Parmentier et l'avenue de la République, donc en mi-chemin un peu la rue Oberkampf. Elle continue après plus haut vers Ménilmontant. Et puis la situation de la parcelle, donc c'est celle-ci, presque à l'angle avec le métro Parmentier qui est juste là, et une insertion comme ça en L, une insertion qui est complètement, je dirais, une histoire formelle, très vite déjà là. C'est-à-dire que c'est l'insertion, outre peut-être les quelques décisions qu'on a pu prendre, qu'on a choisi de prendre, je dirais, sur le cœur d'îlot, l'alignement, les retraits successifs au R+5 et R+6, ça c'est quelque chose qu'une réglementation vous impose. Donc la question de la forme, de l'autonomie de la forme, elle est plus complexe. Et on verra qu'on va la chercher peut-être dans les principes de construction, d'assemblage des éléments, plus que dans ce choix de façade et ce choix d'existence par rapport à un milieu qui serait beaucoup plus ouvert. Là, le milieu est très très contraint. Donc une parcelle en L qui dégage comme ça au sud-ouest un vide dans le cœur d'îlot, de manière à correspondre aussi au vide du cœur d'îlot voisin. Et puis voilà un travail d'alignement entre un bâtiment haussmannien tardif, vraiment la fin de l'haussmannisme, on pourrait le dire, plutôt début 20e, et puis ce petit bâtiment faubourien, très sec, très banal, même pas ordinaire, même pas encore ordinaire, comme dirait Éric Lapierre, mais toujours un peu banal, un peu sans intérêt. Et un travail qu'on a mené, c'est de peut-être correspondre autant à la sécheresse et à la simplicité du faubourien, et peut-être d'actualiser, de voir comment est-ce que cette histoire de l'haussmannisme, de l'haussmannien parisien, qui lui aussi un peu, c'est l'ironie du sort, aussi est devenu après, au cours du XXe siècle, une histoire globale, mais au départ qui était une histoire plutôt parisienne. Comment est-ce qu'on peut, avec une architecture, avec un assemblage, un certain type d'assemblage, tâcher de discuter avec ces deux architectures-là. Et puis donc vous voyez là l'alignement sur la rue Oberkampf, on ne revient pas dessus, les deux retraits successifs R+5 et R+6, et puis ce travail, vous voyez ce que c'est qu'une bandeuse. La bandeuse, c'est une espèce de réglementation qui nous permet de densifier au maximum la parcelle jusqu'à une certaine limite qui fait 15 mètres, 20 mètres ici, 15 mètres, pardon, et puis un certain nombre de gradins comme ça qui viennent s'insérer à l'intérieur du cœur d'îlot et qui dégagent des espaces extérieurs assez généreux comme ça au sud-ouest pour chacun des logements. Et donc vous voyez cette image comme ça du bâtiment qui vient s'insérer, qui vient le vide comme ça de ce cœur d'îlot, qui vient répondre au vide très faubourien pour le coup. Donc s'il y a une façade sur rue haussmannienne, là on est côté plutôt faubourg, plutôt arrière-cour, plutôt petite cour de la rue Oberkampf, et on vient comme ça un peu participer à ce paysage de cœur d'îlot. Donc je ne reviens pas là-dessus, l'alignement sur Oberkampf, les gradins, et puis le plan qui est issu de cette implantation un peu du bâtiment. Donc, comme dit Thibault, la forme, elle était déjà là, elle était induite par le cumul des réglementations, parce qu'elles sont extrêmement complexes et denses dans une toute petite parcelle. Mais ça ne nous a pas empêché de chercher et de trouver des qualités dans le plan. Alors, si on le décrit rapidement, vous avez un logement traversant sur cour et sur rue. Et puis ici, là où vous avez vu précédemment tous les gradins, une typologie qui se développe avec une terrasse à l'extrémité, un séjour et une cuisine qui donnent sur cette terrasse, et puis des chambres ici et des pièces humides de ce côté-là. Et puis à chaque étage, on va perdre une chambre et on va décaler la typologie en passant du T5 au T4, au T3, au T2 et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu la logique typologique. Et cette typologie, après, elle se dessine, évidemment, elle se mesure, elle se structure, elle s'organise. Et dans ce projet-là, elle s'organise avec la présence, on le verra après, des pièces humides ici dans une bande très contrainte, et puis ici dans une bande aussi tout aussi bien organisée, de pièces humides qui viennent prendre place, on le voit, au cœur du projet, dans une bande définie par des éléments de structure. Donc si on décompose tout ça, on va pouvoir rentrer dans le système constructif du bâtiment. Et donc on a des éléments en béton armé, qui sont les éléments à la fois contre-mitoyens
puisqu'on construit avec des prémurs contre les mitoyens, et puis un noyau qui va contreventer l'ensemble du bâtiment. Donc ça, c'est le premier matériau du bâtiment, le béton armé. On a évidemment toute la partie de façade en pierre massive porteuse. Donc la particularité de ce bâtiment-là, c'est d'être construit en pierre massive porteuse, c'est-à-dire que les éléments de pierre de façade portent les planchers, structurent le bâtiment. Et on ne réserve pas la pierre uniquement à la façade sur rue, la façade noble, mais à l'entièreté du bâtiment, dès lors que les façades sont visibles. Et puis ce que je décrivais précédemment, on a ici un certain nombre de points porteurs ponctuels, un peu comme dans le projet précédent, c'est-à-dire que les structures intérieures sont ponctuelles, on n'a jamais de voile de refend. L'idée, c'est de permettre aussi, dans le temps long du projet, une forme possible de réversibilité, en tout cas de se dire que dans un projet qu'on construit de manière relativement pérenne, en pierre principalement, au cours des 150 ans prochains, peut-être qu'on pourra réorganiser plus facilement le bâtiment s'il est structuré de cette façon-là. Et donc ces éléments ponctuels porteurs sont en métal, des poutres et des poteaux en métal qui viennent porter des planchers bois, qui sont des planchers en CLT, donc c'est des planchers de lamellés-collés, qui vont franchir d'une façade à une autre l'entièreté du plan en étant repris au milieu par ces fils porteuses intermédiaires. Donc on a un certain nombre de matériaux qui vont collaborer, qui vont travailler ensemble. Et la question, ça va être aussi de les assembler. Comment on va les assembler les uns avec les autres et comment on va trouver le meilleur matériau pour le meilleur usage, ou en tout cas pour l'usage le plus pertinent de ce matériau. Et donc, on va parler un petit peu de la pierre. Ça, alors, on n'en a pas parlé. Toutes les images que vous avez vues, notamment de la rue Oberkampf, ont été faites par Jaime Meloni, qui est ici, qui enseigne à l'école, avec lequel on travaille, avec lequel on aime beaucoup travailler. Et puis ça, c'est une exposition aussi qu'on a fait avec lui au pavillon de l'Arsenal, là récemment, qui s'est terminée là, il y a quelques mois. Et cette question de la pierre, en fait, ce qui a été très intéressant pour nous, ça nous a éveillés, et Jaime a un travail qu'il poursuit même parallèlement à tout ça de son côté depuis longtemps, la question du sol, en fait. Et on le disait tout à l'heure, à un moment, avec cette histoire de régionalisme critique, on sent que global, local, on s'y perd un peu, ou en tout cas, on n'a pas vraiment dans les textes, ou en tout cas, on sent que dans ces textes, il y a les prémices de cette histoire de résistance, de questionnement, de comment est-ce qu'à un moment, on peut, si on fait la démarche d'Herzog et de Meuron qui tire la forme vers le haut, à un moment, Kenneth Frampton nous dit, bah oui, mais il faut peut-être de résister par rapport à quand ça vient vers le bas. Et on a réalisé avec la rue Oberkampf, avec l'intérêt qu'on développe pour la pierre, qu'il y avait cette voie du sol, cette voie de la terre, cette voie un peu la lithographie, c'est-à-dire cette connaissance un peu de la géologie. Et on est devenu assez fasciné pendant l'exposition par ces images que fabriquait Jaime Meloni, que construisait, ces enregistrements de sol que construisait Jaime Meloni. Et c'est vrai que, un peu comme à l'idée, un peu pendant le XXe siècle et même avant, depuis plusieurs siècles, pendant plusieurs siècles, il y a eu vous savez, ces envois de Rome où depuis une partie de l'Europe, on faisait ces relevés des temples et puis on les envoyait dans un autre pays et puis on essayait d'apprendre un peu l'Antiquité au travers d'écrits, au travers de choses. Et là, on s'est un peu retrouvé dans cette démarche-là, sauf que les photos, elles étaient envoyées de quelques kilomètres de nous. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on a fait sur les carrières franciliennes, sur 9 carrières. Et Jaime, on a fait ces photos avec lui. Enfin, il a fait ces photos, on en discutait et on recevait comme ça ces espèces d'enregistrements. Et ça a développé pendant le chantier de la rue Oberkampf, enfin pendant la fin de la rue Oberkampf, un peu cette idée en fait, on est en train de construire, on est en train de déplacer des fragments, on est en train de solliciter la Terre, cette première couche terrestre, de laquelle on extrait des éléments qui deviennent des éléments d'architecture. Et ça, c'est vrai que ça nous a un peu interrogés. Donc c'est une histoire un peu qu'on découvre là depuis quelques mois et on réalise qu'il y a un chemin possible de réflexion, une rationalisation possible. Et cette conscience du sol, cette conscience de ce qui gît sous nos pieds, de cette ressource qui gît sous nos pieds, ça, associé à des questions d'énergie, de déplacement, de trajectoire de la matière, indépendamment de l'histoire que ce soit de la pierre, parce que la pierre, on peut en parler d'un point de vue patrimonial, du fait qu'on appartienne à Paris, c'est noble, etc. N'importe qui va au départ, d'ailleurs, nous disait c'est bien, vous faites enfin, vous revenez à la pierre. Non, l'idée n'est pas de revenir à la pierre, mais l'idée est d'interroger la pierre pour savoir quelle capacité elle a à être actuelle, à surtout pas ne réveiller un peu les choses, c'était mieux avant le béton, mais c'est se dire qu'aujourd'hui, la pierre, elle est capable de développer, de mettre en scène une histoire un peu, une histoire de sol.
Et donc on a fait, c'est toujours les photos de Djemé, où on a comme ça compris, ressenti la petite énergie qui était associée au déplacement de cette matière, à cette extraction de la pierre qui subit très très peu de transformation. Donc on l'extrait, on la transforme et puis on la pose. Donc il y a, par rapport au béton, même si on est fasciné par le béton comme on peut être fasciné par une voiture de collection, on se rend bien compte que l'énergie engagée dans l'un n'est pas tout à fait la même chose dans l'autre. Donc il faut mesurer, commencer à mesurer ces choses-là. Et que cette conscience du sol, elle nous a fait réaliser que voilà, l'énergie embarquée dans la transformation de la pierre était toute petite, était vraiment mesurée. Ça avait un impact carbone qui était excessivement limité dans la construction. Et donc évidemment, on ne peut pas ne pas être intéressé aujourd'hui, on ne peut pas ne pas considérer ça dans ces raisonnements un peu qu'on a autour de la forme. Et puis ça nous est amené finalement à aller retourner et à revoir un peu les images qui sont un peu datées, mais essayer de les retrouver encore une fois. Et ça, c'est Jacques Lucan qui nous disait toujours ça. Comment est-ce qu'on regarde les choses de manière décalée? Comment est-ce qu'on arrive à regarder la Joconde, mais d'un pied de côté? Comment est-ce que tout ce qui passe sous nos yeux, on arrive à toujours se dire qu'il y a peut-être une autre manière de les voir? Et donc on fait comme ce qu'il nous a dit, hein, bien sûr, évidemment. Et on regarde ces images et on voit Le Corbusier, évidemment, devant les ruines de l'Antiquité. Et on se dit qu'il est en train de préparer sa modernité. On est au début du XXe siècle, on sait ce qu'il va faire. Et c'est extraordinaire. Mais nous, on se dit qu'en même temps, on pourrait aussi regarder cette image en se disant que ces morceaux de pierre, en fait, ils éveillent une histoire d'immédiateté. Ils réveillent avant tout, peut-être pour nous aujourd'hui, leur appartenance à ce qu'il y a dessous. Et qu'il est très facile et qu'il faut très très peu d'énergie pour passer de l'état de sol à l'état d'élément d'architecture quand il s'agit de la pierre. Et ce qui n'est pas le cas de tous les matériaux. Et ça peut être tout. C'est vrai qu'on vous l'avoue, c'est quelque chose qui commence un peu à devenir un peu sublime, un peu extraordinaire pour nous, un peu qui organise beaucoup notre pratique. Et donc, c'est un petit peu comme ça. Donc là, on revient et on se dit, mais maintenant, comment est-ce qu'on sait ça? Comment est-ce qu'on connaît cette immédiateté? Comment est-ce qu'on peut revenir au sol, reconsidérer le sol et peut-être engager cette réflexion sur les éléments qui composent l'architecture? On sait que là, l'histoire de la forme, elle est induite par la parcelle de la rue Oberkampf, mais comment est-ce qu'on peut toujours insuffler, engager une réflexion sur une échelle formelle qui serait plutôt cette fois-ci l'échelle de la construction. Là, c'est une image qui est tirée de l'exposition qu'a menée Lannes aussi pour le pavillon de l'Arsenal, où ils ont décomposé comme ça une façade haussmannienne, où ils ont décortiqué, ils ont une très belle image, on trouve, où il y a tous les éléments qui composent et qui construisent un bâtiment haussmannien. Et donc on l'a mis à jour par rapport à celui qu'on fait nous, et on se rend compte qu'il est possible beaucoup d'assécher, de simplifier, de rationaliser, d'économiser encore davantage le processus. Et donc on va vous raconter un petit peu cette histoire de fenêtre, parce qu'évidemment le logement c'est souvent une histoire de fenêtre, c'est un peu aussi con que ça, parce qu'il y a une histoire des standards. Il y a souvent les bailleurs ont des idées assez précises de ce qu'il faut sur la dimension d'une chambre qui est entre 9 et 11 mètres carrés. Il faut qu'elle soit PMR, c'est-à-dire accessible. Le CGO ne doit pas faire plus de 22, la cuisine fait 6. Donc l'invention typologique, elle n'est pas impossible, mais elle est quand même relativement, à part un beau window qui dépasse, des choses comme ça, une orientation qu'on vient chercher, elle est relativement simple, surtout dans Paris. Donc on s'est dit que c'était peut-être la fenêtre qui pouvait porter un peu l'invention. Pas l'innovation, mais l'invention et une idée du nouveau. Donc on a... décomposer un peu les jambages, le linteau, ce qui caractérise notre fenêtre. Et l'opération qu'on a menée pour construire, c'est cette conscience d'un élément qui caractérise la fenêtre, cet élément qui vient du sol. Et on s'est dit, on va simplement lui proposer un biais, on va retirer de la matière, donc on va en enlever, de manière à peut-être organiser et installer une espèce d'ambiguïté, qui est une ambiguïté à laquelle je pense on fait face souvent quand on construit en pierre, et c'est d'autres gens qui l'ont dit avant nous, c'est cette part d'oscillation ou d'ambiguïté qui peut exister entre l'aspect mur, c'est-à-dire une maçonnerie dans laquelle on fait des trous, et la question de l'ossature, c'est-à-dire qu'on assemble des éléments et à la fin on arrive à un tout qui trouve une certaine organicité, mais qui malgré tout n'est pas une histoire de percement. Et c'est ça qui nous intéressait quand on a produit, quand on a fabriqué ce biais, c'est se dire qu'on avait la possibilité tout d'un coup de fabriquer à la fois, de dialoguer à la fois avec une idée du mur, donc avec l'empilement et avec la maçonnerie, et en même temps avec l'idée de l'ossature, où on venait comme ça révéler un système de pilastres et un système ossaturé pour la construction. Et donc ça, c'est un détail du linteau. Vous voyez le biais qui vient chercher, qui est récupéré par le jambage en dessous. Et c'est simplement cette non-ornementation-là, c'est-à-dire que cette ornementation inversée, où chez Haussmann, on apporte de la matière pour révéler les jambages, pour révéler l'encorbellement, on rajoute de la matière et presque on en met trop, de manière à rentrer dans une histoire ornementale un peu surtout avec le bâtiment qui est à côté de nous, un peu presque baroque.
Là, nous, notre intérêt, cette économie-là, l'ornementation, elle existe dans le fait où on enlève, où on en met moins. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés, de manière comme ça à venir à la fois sentir qu'on est complètement émerveillé par la beauté et par l'image véhiculée par cette architecture-là très parisienne, qui après est devenue très internationale, mais au départ très parisienne. Et en même temps, comment est-ce que nous, on arrive, étant fascinés par ça, à continuer de l'être et à faire un bâtiment, et peut-être faire les autres bâtiments qu'on fera par la suite, qui ne peuvent pas être regardés sans avoir conscience de ce qui s'est fait avant. Et ça, c'est vrai que c'est dans notre démarche très important. Et on voit là que ce linteau, il correspond et il reprend l'idée même de travail sur la fenêtre qui est menée ici, mais dans une démarche peut-être inverse. Après, un travail sur le calpinage, où là, je vous disais tout à l'heure sur cette question du mur et de l'ossature, cette oscillation, cette ambiguïté, le fait de superposer, on a travaillé sur un calpinage qui ne fait que superposer des pierres, on n'est jamais dans ce qu'on appelle la quinconce ou le harpage, c'est-à-dire qu'il y aura des pierres qui seraient comme ça posées de manière en quinconce, de manière à toujours rester dans l'empilement et toujours pouvoir véhiculer cette idée de l'ossature, cette idée de la raison de l'ossature et de cette construction d'une ossature, plus qu'une attitude où on serait venu, on aurait construit un mur, on l'aurait percé dans un second temps. Donc on voit cette façade ici où on voit voilà, la possible ambiguïté très subtile, très légère. Il faut vraiment regarder. Si on n'est pas architecte, on s'en fiche un petit peu, mais c'est pas grave parce que quand on n'est pas architecte, le bâtiment ne fait pas beaucoup de bruit, ce qui est aussi un peu dans une ville l'idée d'un bâtiment, c'est que si on s'y intéresse pas, on n'est pas obligé de s'y intéresser. En revanche, si on s'y intéresse, il y a peut-être des choses à dire. C'est peut-être à la fois d'humilité, mais en même temps de beaucoup d'ambition. Et avec ce travail sur le rez-de-chaussée là, où on a de ce côté-là un commerce, de ce côté-ci les logements. Et on voit la correspondance de ce côté-là du rez-de-chaussée où on a des pilastres qui reprennent l'idée du pilastre et donc l'idée de la colonne prolongée vers le sol ici. Et en même temps, ici, ce décalage pour l'entrée du logement où on passe sous une colonne qui permet à un moment de dire que ce mur-là, même s'il est porteur, il a la possibilité d'être autonome, abstrait et presque déconnecté d'une idée de la gravité. Bon, on peut continuer sur ce développement-là, peut-être avec l'idée, en zoomant, que le travail sur le béton aussi, c'est une question alors de rez-de-chaussée, c'est une question de structure, c'est une question de régularité de trame, une question statique, mais c'était aussi une question de matière, de nouveau, même si le béton, c'est quelque chose qui est relativement standard, on a fait le choix de poncer ce matériau-là, de telle sorte qu'il révèle aussi les constituants de sa matière, et notamment on perçoit quand on zoome sur le projet, les granulats du béton qui apparaissent et qui engagent aussi un dialogue avec le reste de la façade en pierre. Donc le rapport entre les matériaux, il est à la fois quelque chose de sensible qu'on vient toucher, mais c'est aussi un rapport construit. Alors là, c'est la coupe qui embrasse l'entièreté du projet, donc c'est le détail qu'on ne perçoit pas bien, mais ce qui nous a amusé, nous, c'était plutôt d'appréhender l'ensemble de ces détails en les dessinant en axonométrie pour essayer de révéler chacun des détails qui composent l'assemblage des bâtiments. Et donc la rencontre entre le plancher bois, entre la façade, entre les éléments métalliques, entre les parties de béton, c'est finalement ce qui nous intéresse beaucoup dans ce projet et qui permet aussi de révéler au travers des assemblages la complémentarité, comme on disait tout à l'heure, des matériaux et peut-être aussi cette idée de coexistence des filières de la construction, où il n'y aurait plus forcément cette querelle entre le béton et la pierre qu'on a pu connaître à un moment donné, où le béton aurait gagné dans les années 50 contre la pierre, où finalement ce serait plutôt aujourd'hui un mix matériotique qui nous permettrait de construire des bâtiments avec un équilibre plutôt raisonné entre chacun des matériaux qu'on convoque pour construire, plutôt que l'emploi d'un matériau idéal qui permettrait de résoudre tous les problèmes constructifs, environnementaux, etc. Donc il n'y a pas d'idéal dans la construction et dans le matériau de construction, il y a plutôt l'idée de cette collaboration et de cette complémentarité des matériaux. Avec peut-être même l'idée, pour nous, là on peut balayer un certain nombre de détails, que finalement il y a un renversement aussi qui peut s'opérer, où là où le béton a longtemps, pendant presque un siècle, été le matériau ordinaire de la construction, auquel on avait recours de manière systématique, et la pierre était réservée soit à des monuments historiques, soit à des bâtiments d'une certaine monumentalité ou d'une certaine prestance, on se retrouve aujourd'hui peut-être à dire que le matériau de demain, le matériau ordinaire, pourrait être la pierre,
et que le matériau qu'il va falloir utiliser avec parcimonie, le matériau luxueux finalement pour nous architectes et vous futurs architectes, c'est peut-être de se dire que le béton, on va l'utiliser comme ça de manière très parcimonieuse. Donc là, on a des éléments ici de poutres en béton qu'on va revoir sur d'autres images. Donc toujours le rapport entre le béton et la pierre. Ici, le balcon qui est en béton aussi, donc il y a toujours certains éléments du projet qui sont dans les deux matériaux. Une coupe sur le rez-de-chaussée avec la poutre qu'on voyait précédemment en béton. Et puis justement, sur ces grandes terrasses plein sud au cœur du projet, on a cherché à révéler l'existence, et non pas à les cacher, mais bien à révéler l'existence de ces éléments en béton qui servent ici à franchir les grandes portées, ce que ne peut pas faire la pierre facilement, évidemment. Donc là, on ne s'affranchit pas du tout du béton. Au contraire, on va chercher le béton, on aime bien le béton, on adore le béton, on est comme tous les architectes. Et donc, pour franchir 6 mètres de portée, on va utiliser les capacités du béton à travailler en flexion. Et donc on va avoir ces grandes poutres en béton qui viennent se poser directement sur la pierre. Elles ont été coulées sur la pierre. La pierre a quasiment servi de fond de coffrage pour les poutres en béton. Et donc ça fabrique aussi cette dualité, ce rapport assez direct, assez franc entre ces deux matériaux. Donc ça existe au rez-de-chaussée, ça existe avec les balcons, ça existe avec ces éléments de portée sur les façades. Donc voilà, il n'y a pas l'idée d'un matériau plus qu'un autre, il y a plutôt l'idée de les faire travailler ensemble. Et ça nous permet à l'intérieur aussi d'avoir ces grandes ouvertures des séjours cuisine sur les terrasses, sans éléments porteurs, sans éléments massifs. Ce qu'on voit aussi, qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est la présence des planchers bois en CLT. Donc on a laissé apparent aussi, c'est-à-dire quand on utilise de la matière, on essaye autant que possible de la laisser visible et d'en tirer le meilleur parti et le plus de profit possible. Donc toujours dans une forme d'économie de moyens aussi, c'est-à-dire qu'on va poser un plancher bois et puis on va rajouter par-dessus un certain nombre d'éléments techniques, de câblage, de gaines, de tuyaux, de chapes, etc. Mais le plancher bois, qui sert finalement de nouveau de fond de coffrage à tout cet empilement technique, lui, il reste visible dans le logement et il apporte aussi peut-être certaines qualités au logement. Et ce qu'on ne perçoit pas vraiment ici, c'est que l'entièreté des façades pierre côté intérieur dans le logement sont doublés avec un isolant qui est réalisé en béton de chanvre, le même matériau qu'on utilise pour le projet de la rue Marx-Tormoy, le même matériau qu'on avait utilisé pour le projet à Gonneville-sur-Mer de la maison précédemment, c'est-à-dire un matériau isolant qui est biosourcé, qui est naturel, qui est fait de fibres de chanvre et de chaux aériennes mélangées et qui va comme ça être autostable, projeté sur la pierre et constituer finalement quasiment une paroi homogène. C'est-à-dire que la pierre calcaire, la chaux et la chenevotte vont fabriquer quelque chose de très homogène du point de vue microscopique, on va dire, où l'ensemble de la paroi va être perspirante. Et donc finalement, plutôt que d'avoir un millefeuille qui est peut-être l'archétype des constructions de cette fameuse French Touch, d'une certaine époque à laquelle aussi on a réagi, nous en tant que jeunes architectes dans nos premiers projets, c'était aussi de trouver des constituants de parois avec le moins d'éléments possible, ou en tout cas avec des éléments qui étaient capables de faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que la pierre, elle est à la fois le parement, la partie visible du bâtiment, mais en même temps, elle porte le bâtiment. Et donc on développe aussi d'autres projets avec la brique qui poursuivent aussi cette idée-là, qui est aussi une autre forme d'économie de moyens, où avec un seul matériau, on est capable de faire un maximum de choses. Donc ça, c'est un peu une dernière image qui rend compte toujours de ce rapport avec la rue, avec l'alignement, avec finalement un bâtiment, si on plisse un peu les yeux, qui disparaît très très vite dans l'espace urbain. C'est-à-dire que vous passez à côté du bâtiment aujourd'hui, vous ne le voyez pas forcément, vous ne levez pas forcément la tête pour voir qu'au-dessus du rez-de-chaussée en béton, vous avez de la pierre, que finalement les fenêtres sont quasiment de la même taille que les autres, mais un tout petit peu plus grandes, mais qu'en même temps, il y a ces fruits sur la façade qui vous renvoient à quelque chose d'un peu plus subtil. Et en même temps, le bâtiment, dès qu'on se recule, dès qu'on s'écarte, prend, même par ses teintes, une forme de caméléon et s'inscrit parfaitement dans son contexte. Donc ça, c'est une dernière image qui nous renvoie au sol, mais qui est aussi peut-être une ouverture, une discussion. Enfin, c'est là où aussi on émet des hypothèses, c'est pas qu'on prend des risques, mais aujourd'hui on cherche, en tout cas de ce côté-là, avec cette installation de Michel Heiser,
avec l'idée du déplacement de ce rocher qui a été déplacé d'un endroit à un autre. Donc toute la trajectoire de la matière, l'origine de la matière, le sourçage, on pourrait dire, de la matière pour construire, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et on va dire que la pierre porte, de manière intrinsèque, porte ça en elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait aussi redessiner des territoires du point de vue d'une géographie du sol. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on a des bassins de ressources qui sont liés à des bassins de vie, qu'on pourrait redessiner une géographie de l'appartenance de la matière avec les éléments qu'on construit. Et donc d'introduire une nouvelle relation entre les bâtiments qu'on construit et le sol, et c'est peut-être ce développement supplémentaire au texte de Kenneth Frampton qu'on avait évoqué tout à l'heure, où finalement aujourd'hui on ne serait plus en réaction à la globalisation de la culture, mais on serait peut-être en réaction aux conséquences de la globalisation de la culture de masse, et donc les conséquences c'est le réchauffement climatique, et donc finalement nous, notre résistance est peut-être l'issue de cette résistance, ou l'horizon de cette résistance se situerait dans le sol, comme lieu d'appartenance, sans forcément dire lieu d'identité, mais si on balaye le champ lexical, voilà, du local, de l'appartenance, aujourd'hui nous on y trouve peut-être une issue, un prolongement possible au travers de la matière et du sol. Et c'est voilà, quelque chose continuons à discuter avec Thibaut, parce qu'on partage ça, c'est né du projet, et ça c'est aussi important, c'est-à-dire que ce n'est pas une recherche théorique, fondamentale, académique, universitaire, qui viendrait comme ça expurger la littérature et la production des autres, c'est plutôt au travers aussi de la fabrication de nos propres projets qu'on émet des hypothèses, et parfois même les choses nous dépassent, ou on découvre des choses dans les développements même des projets. Je pense que ça, c'est important aussi que vous preniez conscience de ça. Le projet, il est producteur d'une certaine forme de connaissance. Alors, on peut s'arrêter là, mais aussi on peut tirer les fils. Et puis, on peut justement, à travers ça, re-questionner la discipline. C'est ce que peut-être disait Maria Bruna au début, c'est que si on s'intéresse à la discipline, c'est bien parce qu'on la fait réagir avec les bâtiments qu'on construit, on la remet en question. Et nous, ça nous permet aussi d'aller plus loin, de développer un certain nombre de projets. Donc ces allers-retours qui sont issus du projet, j'insiste, nous permettent de questionner notre propre discipline et bien au-delà. Merci. Je voulais juste un petit éclaircissement peut-être pour la salle, parce que vous avez chanté les louanges de l'économie énergétique qui est liée à la pierre par rapport au béton. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications qui permettent de comprendre en quoi c'est une économie énorme par rapport au béton, et comment, où est-ce qu'elle est trouvée finalement dans la comparaison des deux? Alors, si on parle de valeur, d'abord de quantité, les émissions de carbone d'un même élément en pierre par rapport à du béton, c'est deux fois et demi moins de CO2 émis. Donc là, c'est déjà la quantité. Alors pourquoi? Comment on s'explique ça? C'est justement tout ce qu'on appelait la trajectoire et le déplacement de la matière, c'est-à-dire que la matière est là, elle est dans le sol. Il n'y a aucun changement d'état de la matière au cours de sa transformation. Changement d'état, ça voudrait dire cuisson, ça voudrait dire ajout d'autres matériaux, ça voudrait dire complément de matière. Donc il y a une conservation de l'état de la matière, ça c'est extrêmement important. Après, il y a la distance, c'est-à-dire que la plupart du temps, la ressource est proche des endroits où on construit. Voilà, si vous lisez Les Pierres sauvages, on construit l'église sur le gisement de pierre. Donc c'est cette proximité très très forte, cette immédiateté qui est là. Et puis les outils qu'on utilise pour faire ces transformations, c'est-à-dire extraire un bloc, le découper en gros blocs, et puis après le découper en plus petits blocs pour le poser sur le chantier, ça c'est une seule opération qui s'appelle la coupe, avec différents outils. Mais en gros, il y a 2-3 étapes de coupe. Donc on scie. Donc scier, c'est pareil, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. La pierre est relativement tendre, donc ça se coupe assez vite, avec assez peu de moyens. Et donc c'est un peu ça qui explique, je pense, le faible impact carbone.
Donc on sourit, pardon pour cette question, parce qu'on pensait que, comme on a déjà fait cette conférence devant les promoteurs, c'est la première question, et là on se dit, ah merde, raté, les étudiants aussi. Non, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que nous, la réponse qu'on fait à des promoteurs, c'est que, mais de quelle économie parlez-vous ? C'est-à-dire que si on parle d'impact carbone, c'est gratuit. Pas gratuit, mais presque gratuit. Si on parle de coûts, d'objectifs et de construction, c'est sûr que pour un projet comme la rue Oberkamp, si on compare à ce qui est comparable, c'est-à-dire une enveloppe, donc du gros œuvre, on est sur des surcoûts de l'ordre de, on va dire, un petit 15%. Donc on travaille, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est possible avec certaines maîtrises d'ouvrage qui autorisent et qui sont dans une histoire patrimoniale, construction d'architecture durable, au premier sens du terme, et donc qui sont intéressés par l'idée de la qualité de la construction. Dans d'autres moments, c'est compliqué avec une maîtrise d'ouvrage qui va peut-être se séparer du patrimoine très rapidement, qui va vendre ses logements, etc. Et donc on est, voilà, l'économie, c'est à peu près ça. C'est à peu près 15% sur le projet qu'on a mené, mais par rapport à voilà, un gros œuvre, je ne sais pas s'il faut l'appeler classique, mais un gros œuvre, par exemple, béton, isolant, qu'on aurait pu faire. Donc il y a un surcoût, et puis après on travaille sur d'autres projets de manière à ce que la découpe, la provenance de la pierre, la quantité des blocs, le calpinage, voilà, peuvent œuvrer en faveur d'une certaine économie d'argent. Mais après, voilà, on se dit toujours que pour l'instant, l'économie, elle est avant tout pour nous une histoire, une économie de CO2. Ce que disait Cyril, c'est que tout d'un coup, le luxe, c'est le CO2, c'est pas l'argent. Et je pense que ça, c'est important. D'habitude, Thibaut fait une autre réponse aussi, c'est qu'il dit manger bio, ça coûte plus cher. Ben voilà, ça coûte un peu plus cher forcément que de construire avec des matériaux qui deviennent petit à petit obsolètes, ou en tout cas qui ne peuvent plus assumer l'entièreté d'une construction. Mais cette histoire d'économie globale, elle est importante. Enfin, je sais qu'au POCA, ils en parlent beaucoup aussi. C'est un moment, il y a la trajectoire, le rationalisme en fait, le rationalisme énergétique. C'est ça qui nous intéresse, plus que évidemment le coût de la matière. Après, c'est des bâtiments. Ce bâtiment, il est un peu, voilà, il est archétypique, il est un peu expérimental. Il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer, justement, comme je disais, le coût de la construction. Mais on en développe d'autres de manière à baisser le prix. Oui. Bonjour. Sur ce chantier, vous nous avez pas parlé aujourd'hui de la provenance justement des pierres de ce logement. Il me semble que vous avez eu du mal à trouver de la pierre sur l'Île-de-France, paradoxalement avec ce qui se passait de pierre calcaire. Et je voulais aussi avoir un deuxième avis sur peut-être la rapidité du chantier aussi, non, sur cet assemblage. Est-ce que aussi en termes de gain de temps, est-ce qu'il y a un gain de temps aussi sur le calpinage et sur l'assemblage des pierres de manière sèche, on va dire? Alors moi, je réponds peut-être sur la première déjà. En fait, l'histoire, c'est quand on s'est lancé quand on a engagé cet intérêt pour la pierre au concours pour les RIVP, c'est vrai qu'on ignorait beaucoup. On a fait l'exposition après, et en fait, on n'a pas le premier sous-traitant de notre entreprise générale était pas convenable, et de l'entreprise qui avait été sélectionnée pour construire le chantier. Et il s'est avéré que finalement, c'est une entreprise de pose de pierre qui était à Angers. Et en fait, on a réalisé que cette entreprise, la trajectoire de la pierre, si c'était une pierre d'Île-de-France, qui existe, vous l'avez dit, en grande quantité sur cette époque éocène, là, qui est dans le nord-est, principalement exploitée dans le nord-est, dans l'Oise et dans l'Aisne, on réalisait que la trajectoire nord-est de Paris, Angers, Paris centre, était beaucoup plus longue que d'aller chercher une pierre qui finalement s'est située à Angoulême, sur la carrière de Cireuil, donc pierre de Bretignac, qu'on est allé voir. Et donc en fait, c'est juste pour essayer de rationaliser la trajectoire justement du matériau, que finalement c'était plus simple, et ça s'est fait comme ça. C'est vrai qu'après, par la suite, on s'est dit tiens, c'est trop bête. Pendant le chantier, c'est là qu'il est venu, comme disait Cyril, dans la construction, pendant le chantier, il faut qu'on fasse une recherche sur la capacité régionale, je dirais, extra-régionale, parce qu'il n'y a pas de carrière en activité, en tout cas qui extrait la bonne pierre dans la région Île-de-France. Elles sont dans l'Aisne et dans l'Oise. En tout cas, elles sont à moins de 80 km de Paris ou à 80 km de Paris. Et on s'est dit après coup, les prochains projets, l'exposition démontreront la possibilité aujourd'hui de construire avec une pierre comme ça s'est déjà fait avant, sachant qu'Haussmann a ouvert, je crois, 70 carrières à peu près pour construire la métropole à la fin du 19e siècle.
Donc il est encore possible d'utiliser cette ressource-là qui existe dans des quantités réglementairement, où on pourrait, c'est ce qu'on démontre dans l'exposition, réglementairement, sans capacité actuelle, construire 7000 logements par an en pierre massive. Donc c'est pas du tout la même chose, l'impact n'est pas le même que construire 7000 logements en béton. Et après, si on développe une politique volontariste d'ouverture de carrière, un peu comme Haussmann, et bien là on pourrait construire presque les 70 000 logements, c'est-à-dire l'entièreté des objectifs qui sont les objectifs du SDRIF, qui sont de 70 000 logements par an pour le Grand Paris. Non mais c'est la terre est calcaire en fait. Donc, après c'est pas un matériau biosourcé, c'est pas un matériau renouvelable, au même titre que le bois, qui est évidemment aussi un incontournable aujourd'hui de la construction à faible empreinte carbone. Et puis deuxième partie. Et ouais, rapidement, la réponse à la deuxième question sur le chantier. Donc les choix des matériaux qu'on décrivait tout à l'heure, le béton avec des prémurs, c'est-à-dire des éléments préfabriqués, les planchers bois qui sont eux-mêmes préfabriqués, les éléments de pierre dont le calepin a été réalisé en atelier, et les éléments métalliques qui sont aussi assemblés sur place, tout ça c'est finalement une espèce de mécano d'éléments préfabriqués, donc la pierre elle rentre un peu dans ce jeu-là, et chacun des éléments est assemblé sur le projet. Alors on ne gagne pas de temps, on n'en perd pas, mais il y a aussi une précision de chantier qui vraiment appartient davantage à la filière sèche, on va dire, qu'à la construction béton armé un peu traditionnelle, un peu lourde, un peu imprécise. Voilà. Donc on contrôle pas mal de choses avec ce procédé constructif. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.